Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode qui est assez spécial pour moi puisque ça y est, je vous parle de mon expérience au Cambodge. Mon séjour là-bas a été vraiment particulier puisqu'en fait, je suis restée 15 mois en Asie, mais au final, j'ai passé 9 mois au Cambodge. Donc c'est pour ça que cet épisode me tient très à cœur parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, mais en même temps, je vais essayer d'être assez concise pour pas m'éterniser non plus. Alors donc pour rappel, juste avant d'aller au Cambodge, j'étais au Vietnam. Et en fait, quand j'ai réfléchissais à ce que je voulais faire après, j'ai eu envie de tester le volontariat. J'en avais encore jamais fait et ça me tentait vraiment beaucoup. Et à cette étape-là de mon voyage, j'avais envie aussi d'autre chose, voilà. Ça faisait 2 mois que j'arrêtais pas de changer d'endroit et que je vivais diverses expériences, mais sans jamais m'immerger complètement dans la vie locale. Et le volontariat me semblait être une super manière de faire ça finalement. Alors pendant mes derniers jours à Saigon, j'ai commencé à chercher des endroits et à postuler, à envoyer des messages à divers projets. Et en attendant d'avoir une réponse, eh bien, je suis allée à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Et là-bas, j'y suis restée 2 ou 3 jours. Quand j'ai cherché des projets où me porter volontaire, il y a un projet qui m'a beaucoup intéressée et que j'ai retrouvé sur plusieurs sites d'annonces. Mais c'est des sites où en fait, il faut payer pour pouvoir accéder au contact en fait du projet, de la ferme, de l'école. Enfin voilà, ça dépend de quel type de projet c'est. Alors j'ai d'abord essayé en fait de trouver leur page Facebook ou leur adresse email quelque part. Il y avait d'autres projets qui m'avaient intéressé et j'avais aussi trouvé le moyen en fait de contourner le fait de payer. Mais pour ce projet-là, j'ai pas trouvé. J'avais beau chercher tous les mots-clés que je pouvais sur Facebook ou sur Internet, impossible de retrouver leur page ou quoi que ce soit en fait qui me permette de les contacter directement. Alors bon, je me suis dit que après tout, peut-être que je ferais du volontariat une autre fois pendant mon voyage. Donc je pouvais tout à fait investir une petite somme d'argent pour pouvoir les contacter et potentiellement me porter volontaire chez eux. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà, je suis passée par un site qui s'appelle Helpix. Il y en a aussi un autre qui est très connu qui s'appelle Workaway, mais comme le projet était sur les 2 sites et que Helpix était un tout petit peu moins cher, bien j'ai pris Helpix tout simplement. Mais je vous recommanderais plus Workaway parce que il est plus récent et mieux maintenu, on va dire. Il y a vraiment une équipe derrière qui gère, alors que sur Helpix, c'est un peu plus un vieux coucou. On voit au design que c'est un site qui date déjà de plusieurs années et les annonces sont pas forcément à jour. Enfin voilà. Donc j'ai contacté ce projet qui s'appelle Nakupenda et je leur ai proposé de passer quelques semaines avec eux. Comme j'avais un visa de 1 mois, j'avais pensé peut-être à 2 ou 3 semaines. Le temps, voilà, de quand même avoir une bonne expérience, mais aussi d'avoir un peu le temps de faire autre chose dans le pays en fait. Il y avait notamment les temples d'Angkor Wat que je voulais vraiment aller voir. Mais à part ça, voilà, j'avais vraiment envie de faire cette expérience immersive et donc j'étais prête à rester un peu plus longtemps, 2 ou 3 semaines, suivant comment ça se passait, quoi. J'ai attendu la réponse avec impatience à Phnom Penh. J'étais du coup un peu entre deux. J'étais là un peu par défaut et je me disais, bon ben, qu'est-ce que je fais si jamais j'ai aucune réponse ou si on m'accepte pas. Et puis finalement, ce projet-là, Nakupenda, ils m'ont répondu très rapidement en me disant que ce serait avec grand plaisir qu'ils m'accueilleraient. En plus, ils m'ont répondu en français comme le propriétaire est belge, marié avec une cambodgienne. Et donc on s'est donné rendez-vous pour le lundi d'après. On s'est retrouvés à Kampot, qui est la ville la plus proche de la ferme, et ils sont venus me chercher en voiture pendant qu'ils faisaient aussi les courses par la même occasion. On a récupéré aussi une autre volontaire qui était elle aussi française. Et là j'ai découvert aussi avec beaucoup d'étonnement et ça m'a surtout beaucoup impressionné en fait que Singhi parlait français et couramment en fait. Elle avait un petit accent mais vraiment très très bon français, quoi. Et donc elle était là avec son mari Denis qui m'avait répondu et leur bébé Diego. Et avant même d'arriver à la ferme, on avait déjà beaucoup échangé par rapport aux différences culturelles entre le Cambodge et l'Europe, puisque Denis a bien eu le temps en fait de lui s'immerger vraiment complètement dans cette culture. Voilà, il s'est marié avec une Cambodgienne, il a appris la langue, il parle aussi couramment, et puis il a vécu au Cambodge pendant pas loin d'une dizaine d'années. Il est très au fait des différences entre la France ou la Belgique et le Cambodge. J'ai ensuite découvert pour la première fois les routes cabossées du Cambodge, pleines de trous, et donc en voiture, je peux vous dire que ça secouait. Ils avaient une sorte de scénic, alors je pense que pour rouler sur ce genre de route, il vaudrait plus un 4x4, mais bon, en roulant doucement et en essayant d'éviter le plus de trous possible, on est arrivé à la ferme, et là j'ai découvert le lieu, les volontaires aussi, les autres volontaires, le reste de la famille, et ça y est, l'aventure a commencé. J'ai été étonnée par le fait qu'il y ait à peu près une dizaine d'autres volontaires, parce que quand j'avais lu
la description, en fait, je pensais vraiment que c'était un projet familial, qu'il allait y avoir peut-être quelques autres volontaires, peut-être 4 ou 5. Mais là, du coup, je me suis retrouvée vraiment dans une communauté, dans un grand groupe. Et c'était plein de jeunes d'à peu près mon âge. Et donc, ça a été plein de rencontres d'un seul coup. Il y avait diverses origines. Il y en avait qui étaient mexicains, il y avait un japonais, il y avait un groupe d'Allemandes aussi. Et puis des Français, évidemment. Quand on est arrivé, ils étaient en train de finir de manger. Donc, ça a été l'occasion d'apprendre à faire connaissance et puis de découvrir la ferme aussi. Et ils nous ont fait une sorte de petit tour, de petite introduction de comment les choses fonctionnaient et des activités. Et puis justement, après, il était de l'heure de se remettre au travail. Et donc ma première activité en tant que volontaire a été de participer au ramassage des noix de cajou. Nakupenda a été créé sur un terrain où il y a beaucoup d'anacardiers, qui sont donc les arbres qui donnent le fruit et la noix de cajou. Et j'ai d'ailleurs appris à quoi ressemblait une noix de cajou quand elle est sur l'arbre. Je savais pas du tout qu'il y avait un fruit à la base, que la noix de cajou était entourée d'une coquille aussi. Moi je connaissais la noix de cajou comme on l'achète en fait en commerce, mais j'avais aucune idée de à quoi ressemblait l'arbre ou quoi que ce soit d'autre en fait sur ce fruit-là. Donc on est parti avec nos seaux et nos gants et j'ai été un peu intriguée en me disant il faut mettre des gants, mais pourquoi? Et en fait j'ai vite découvert pourquoi, puisque on ramasse les noix de cajou quand les fruits sont tombés au sol. La noix est attachée au fruit et en fait la noix est mûre quand le fruit tombe. Si on ramasse la noix quand elle est encore dans l'arbre, ça veut dire qu'elle est pas encore assez mûre. Donc il faut attendre que les fruits tombent. Mais sauf que quand les fruits tombent, c'est des fruits qui pourrissent très très vite et encore plus dans un climat chaud comme celui du Cambodge. Donc il y a tout un tas d'insectes qui viennent picorer dedans et donc c'est pas très ragoûtant à ramasser. Donc ça c'est la première étape. On allait un peu partout sur le terrain à la recherche des noix de cajou. On ramassait tout dans des seaux, puis quand le seau devenait trop plein, on versait ça dans une brouette. Et puis après cette étape-là, on est rentré du coup avec les brouettes vers la maison. Et là, on a pris des chaises, on s'est tous assis autour de la brouette, et là, on s'est mis à séparer les fruits des noix. Donc les fruits sont jetés au compost, et les noix du coup sont conservées pour être séchées et revendues par la suite. Et en fait, cette étape-là est bien pire que la première, puisque quand on veut séparer le fruit de la noix, en fait, il y a tout le jus qui sort, il y a tous les insectes qui nous grimpent sur les bras, il faut pas être trop sensible pour faire cette étape-là. Après cela, on a dîné tous ensemble. J'ai beaucoup aimé l'ambiance directement, puisque c'était très familial. On a cuisiné ensemble et pendant ma première semaine de volontariat là-bas, j'ai participé à de nombreuses activités, que ce soit au niveau du jardin pour désherber, planter, etc. ou aider Signa, qui est donc la sœur de Singhi, puisqu'il y a la famille en fait, toute la famille de Singhi qui vit sur le terrain, ses parents, sa sœur et la fille de sa sœur, sa nièce. Donc Signa fait partie intégrante du projet et elle était en charge de construire des ruches pour pouvoir accueillir des abeilles. Et donc je l'ai aidée à faire ça. Il y avait eu un apiculteur qui était venu sur le terrain auparavant et qui leur avait expliqué comment construire les ruches et quels arbres, quelles plantes planter pour attirer les abeilles. Donc l'objectif, il me semble, était d'en construire 10 et quand je suis arrivée, il y en avait déjà quand même peut-être 4 ou 5 de construites. Donc il en restait encore plusieurs à faire et c'était essentiellement couper du bois aux bonnes dimensions et le clouer. Une des autres tâches qui nous a pris pas mal de temps, ça a été de désherber tout le champ d'ananas. Il y avait une partie du terrain qui était dédiée en fait aux ananas et il y avait énormément d'herbes qui avaient repoussé entre. Donc on a dû aller avec les bêches pour tout ratiboiser et ensuite pour pailler afin que les mauvaises herbes repoussent moins rapidement. Enfin, le paillage a d'autres bienfaits, mais c'était aussi essentiellement pour ça qu'on le faisait. Donc pour ça, on a vraiment mis beaucoup d'énergie là-dedans. On était, je crois, peut-être 4 ou 5 à faire ça. Donc on mettait de la musique et tout pour se donner de l'énergie parce que c'était quand même assez fatigant et en plus les plants d'ananas ça a des branches en fait plein de petits pics, donc dès qu'on passe on se griffe, même quand on veut désherber à la main au plus près du pied, pareil, on se griffe les bras, les mains. Un peu plus tard, on a commencé la construction aussi d'une maison de terre, mais ça je crois que c'était quand même bien plus tard. Je me souviens plus exactement. Parce qu'en fait,
oui, j'étais censée rester donc 2 ou 3 semaines. Et après de la première semaine déjà, à force aussi de discuter avec Denis notamment, qui me faisait part de leurs besoins en fait par rapport au projet et qui me disait que voilà, j'étais vraiment en recherche de personnes pour les aider sur le long terme. Moi déjà après une semaine, j'étais en train de me dire peut-être que je vais rester un peu plus longtemps dans cet endroit quand même parce que je me sentais tellement bien là-bas. Les activités étaient physiques mais comme il y avait cette énergie de groupe en fait, finalement le temps passait super vite. L'ambiance comme j'ai dit était très familiale, voilà, d'avoir les enfants qui étaient là avec nous, toute la famille. Au niveau des activités aussi, on était beaucoup encouragés à faire des choses artistiques aussi, autres que le travail physique, quoi. Et évidemment, le cadre, la ferme en elle-même, la nature environnante et tout ça, quoi. Les animaux, même, on avait des chiens. Tout ça, en fait, c'était waouh, c'était juste le rêve pour moi. J'étais vraiment super contente d'être là-bas. Ça m'aidait vraiment à me reconnecter aussi, voilà, à des parties de moi que j'avais pas explorées depuis très longtemps. Tout ce bricolage, ces activités artistiques, c'est des choses que j'avais complètement délaissées, puisque avant, donc, pour faire un petit rappel, avant de voyager, j'étais dans l'informatique, quoi, donc dans un autre monde par rapport à tout ça. Et c'était pas des choses que je faisais pendant mon temps libre, alors que je faisais ça quasiment tout le temps quand j'étais petite, quoi, quand j'avais peut-être une dizaine d'années, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, en fait, voilà, de refaire tout ça. Alors bon voilà, l'idée a germé dans ma tête au bout d'une semaine, puis au bout de la deuxième semaine, quand il est venu temps déjà aussi de rediscuter éventuellement pour prolonger mon séjour, je leur ai fait part que j'étais vraiment très intéressée pour rester plus longtemps, que je me sentais vraiment bien et que je trouvais le projet intéressant et que ça m'intéressait d'aider à le développer. Donc on a fait une sorte de petite réunion avec la famille et puis un des volontaires qui était volontaire long terme et qui les aidait aussi justement voilà un peu à organiser, à gérer les activités, qui était une sorte un petit peu de manager quoi. Et ils ont tous accepté finalement voilà que je reste plus longtemps et ils ont trouvé que le contact passait bien avec moi, qu'ils étaient voilà contents de mon travail aussi, de ce que j'ai apporté au groupe. Et donc on a décidé de prolonger mon visa pour 1 mois de plus, puisque en fait c'est comme ça au Cambodge avec le visa touriste, on peut le prolonger une seule fois et seulement pour 1 mois maximum. Ensuite il faut sortir du pays et rentrer. Donc on est parti là-dessus en se disant que de toute façon moi j'avais pas prévu non plus de rester très très longtemps non plus au Cambodge. Je prévoyais aussi d'aller visiter le Laos et la Thaïlande, et même si ça m'intéressait effectivement de les aider, j'avais aussi envie de continuer mon voyage et mon aventure personnelle. Donc finalement ça tombait bien. On est parti là-dessus et j'étais très contente voilà, de pouvoir prolonger mon séjour là-bas. Pendant les 2 premiers mois où j'ai été donc sur le projet, Singhi et Denis étaient sur le terrain, mais ils prévoyaient de rentrer en Belgique en même temps que moi j'allais partir au Laos. Donc ça s'est vraiment bien ficelé puisque voilà, on a vraiment pu discuter le plus longtemps possible de quel allait être mon rôle et de vraiment collaborer ensemble sur le site web notamment que je leur ai proposé de commencer à élaborer et dont j'ai finalement réussi à mettre une première version en ligne avant mon départ. Et toutes nos discussions étaient vraiment très intéressantes. J'essayais vraiment de saisir quel était leur but, quel était leur objectif pour ce projet. Et en fait, en discutant avec Denis et Singhi, j'ai découvert que en fait, je faisais partie des premiers volontaires, de la première vague en tout cas, puisqu'ils ont accueilli le premier groupe fin mars et moi je suis arrivée le 2 avril. Donc voilà, vraiment à peu de choses près, j'étais dans ce groupe-là. Et ça m'avait beaucoup étonnée parce qu'à la description, moi je pensais que c'était un projet voilà, qui était existant depuis plusieurs années déjà, alors qu'en fait pas du tout. Et donc ça a mis beaucoup de choses en lumière aussi parce que c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, c'était un petit peu de l'improvisation, il n'y avait pas vraiment de structure, même le fait que voilà, ils n'aient pas de site, que la page Facebook ne soit pas très développée. Parce que oui, d'ailleurs, j'ai appris qu'ils avaient finalement une page Facebook et que j'aurais pu donc les contacter directement par cette page. Mais justement, elle était tellement peu développée que je ne l'ai même pas trouvée. Alors, c'est pour vous dire. Les échanges avec les volontaires étaient aussi super enrichissants parce qu'il y avait vraiment de toutes les nationalités, toutes les personnalités aussi. Finalement, ouais, on faisait un bon groupe, on rigolait beaucoup et c'était une chouette ambiance. Ouais. Il y a un soir où on a fait du pain sur des morceaux en bois en fait pour le faire griller comme ça sur le feu. Et en fait, le four qu'ils avaient, qui était un four fait en matériaux naturels, c'était en gros un trou qui avait été creusé dans la terre et ensuite ils avaient construit une sorte de dôme par-dessus.
dessus. Et c'était vraiment pas pratique en fait pour l'utiliser. On avait même essayé de faire une sorte de gâteau, ou je sais plus ce qu'on avait fait exactement, de pain ou de gâteau. Et ça avait été assez galère aussi, voilà, pour maintenir le feu et pour accéder au trou, sortir et faire rentrer les choses dedans. Donc on s'est dit qu'il faudrait l'améliorer ce truc-là. Mais surtout quand on était en train de faire griller nos trucs autour du feu, avec une autre volontaire, on s'est dit mais ce serait vraiment super en fait de construire un endroit pour ça en fait. De construire un lieu spécial pour faire un feu de camp. Et pour que tout le monde puisse se réunir autour et faire griller ça ou d'autres choses quoi. En plus le soir, voilà, il y a toute la symphonie des animaux qui se réveillent, des grenouilles, des criquets. Il y a le ciel étoilé, parce que comme on est loin de la ville, du coup on voit vraiment les étoiles de façon très nette. Donc on a discuté de l'idée avec Denis et Singhi et ils ont été d'accord. Ils ont juste posé une condition qui était de trouver un endroit adapté pour le faire, quoi, qui est un endroit qui fasse du sens et qui soit pas non plus trop proche de la maison, parce que c'est une maison qui est construite en bois avec un toit en paille. Donc voilà, pour vous laisser imaginer que afin d'éviter tout accident, il vaut mieux quand même garder tout ce qui est de type flamme et feu et chaleur à distance. Donc voilà, ouais, on a trouvé quand même juste à côté de l'espace de vie commun en fait, un endroit suffisamment grand pour pouvoir accueillir cet espace-là et qui soit en même temps pas trop proche mais pas trop loin de la maison. On a aussi réfléchi à comment le construire, etc. On s'est laissé un petit peu porter par le truc et donc on s'est mis sur ce petit projet perso qu'on a donc fait en fait sur notre temps libre. Et Singhi d'ailleurs arrêtait pas tout le temps de nous dire mais les filles, non, ça va pas, il fait trop chaud, venez vous reposer, vous avez déjà travaillé ce matin, etc. Nous, à peine on avait fini de manger, hop, on mettait des chapeaux, puis on retournait attaquer ce projet-là pour le réaliser, tout simplement, parce que quand on est là pour un temps limité, on veut aussi se donner les moyens de terminer les choses avant de partir, quoi. Sinon, c'est dommage de commencer quelque chose et puis de pas le terminer. Après, on a même eu l'idée de faire une mosaïque dessus, plein d'idées qui sont arrivées. Ça nous a pris quand même pas mal de temps pour le construire, ce feu de camp. Bon, malheureusement, il s'est avéré que notre design était complètement erroné. Parce que à la première pluie qu'il y a eu, donc sachant que c'est dans un climat tropical, donc quand il pleut, c'est vraiment des grosses averses. Ça dure pas forcément très longtemps, mais ça tombe, quoi. Et en fait, il y a eu un jour où il a plu. Et la façon dont on avait construit le feu de camp, c'était qu'on avait un petit peu creusé pour pouvoir faire en sorte que la cendre et les morceaux de bois, etc. soient un petit peu en dessous du niveau de la terre, quoi. Sauf que quand il a plu, ça s'est transformé en piscine. Donc évidemment, on était trop dégoûtés, puisque surtout pour la mosaïque, en fait, on avait passé beaucoup de temps à faire cette mosaïque. On avait mis des morceaux de bois en travers pour pouvoir se pencher dessus et aller mettre les morceaux de mosaïque au milieu, etc. On avait passé beaucoup de temps aussi à faire ça, casser tous les petits morceaux de carrelage pour pouvoir faire ça. Et tout ça pour qu'au final, ça ne convienne pas du tout, en fait. Je sais pas, on n'avait pas du tout pensé à la pluie, comme il faisait beau tout le temps, en fait, voilà. Et c'est ça aussi que j'avais beaucoup aimé à Nakupenda, c'était cette liberté aussi qu'on avait de proposer des choses, de proposer des idées, de vraiment prendre part en fait au projet, d'y apporter notre touche personnelle. Je trouvais ça vraiment chouette en fait. Ça m'impressionnait beaucoup en fait l'espace que Denis et Singhi laissaient aux volontaires en fait. J'ai aussi pu participer à la construction de la première maison en terre. Ça a été super intéressant de voir tout le processus et de mettre les mains aussi dans la terre, quoi. Pareil, cette reconnexion à la terre, à la nature, qu'est-ce que ça m'avait manqué en fait. J'en avais pas pris conscience avant justement d'y être et ça m'a vraiment marqué ça. Et puis bon, il y a un côté aussi, je sais pas, pour moi en tout cas, ça m'a rappelé mon enfance où avoir les mains dans la gadoue, quoi. Il y a un côté fun aussi. Et d'ailleurs, ça a été très drôle la façon dont ça s'est fait, puisque en fait, tout simplement, il y a eu un volontaire qui avait fait une autre expérience de volontariat en Thaïlande, dans un centre où il faisait aussi de la construction de maisons en terre. Et quand ce gars-là a proposé de venir à Nakupenda, en fait, ils lui ont demandé si
dit il serait capable de les aider à construire la maison. Et en fait, quand il est arrivé, en gros, il a été désigné comme étant l'expert en la matière. Et lui, ça le mettait vachement mal à l'aise, en fait, parce que finalement, il avait eu qu'une seule autre expérience. Et ici, en fait, il avait tout le monde qui lui posait des questions. Alors là, tu crois que le mix, il est bon? Est-ce qu'il vaut plus d'eau, moins d'eau, plus de sable? Et lui, il était là, ben, je sais pas, peut-être. C'était trop drôle de voir ça et puis de voir sa tête à chaque fois que quelqu'un venait lui demander de l'aide. Et lui, il était là, ben, ouais, on va voir, ouais, je pense, peut-être. Il osait pas trop non plus, endosser ce rôle, cette responsabilité, quoi, mais il a pas trop eu le choix, en fait. Ça a été marrant, ouais. En gros, c'était, t'as déjà mis des mains dans la terre? Oh, bah, ok, viens nous construire une maison. Allez, hop. Pendant les 2 premiers mois là-bas aussi, j'ai fait une super rencontre qui a vraiment changé ma vie, qui est ma rencontre avec Victoria. Victoria, c'est une fille qui était en fait en volontariat chez le voisin, puisque la ferme était située à côté d'une autre ferme permaculture qui accueillait aussi des volontaires. Mais les 2 projets, même s'ils étaient très liés sur le fond, au niveau de la forme, étaient très très différents. L'ambiance n'avait rien à voir. Anakupenda, c'était très familial, il y avait quand même un grand groupe aussi. C'était animé, quoi. Il y avait beaucoup d'activités, de jeux, de discussions, de choses comme ça. Et là-bas, en fait, ils étaient peut-être 2-3 volontaires. Ils n'avaient pas forcément de grandes discussions avec le propriétaire. L'ambiance était très différente. Ils étaient un peu plus laissés à eux-mêmes, en fait. Et au niveau même de la logistique, c'était un peu plus roots, puisqu'il n'y avait pas, il me semble, d'eau courante ou d'électricité. Enfin, nous non plus, on n'avait pas d'eau courante, mais ils avaient fait une installation, en fait, où on pompait l'eau il y avait des sortes de lacs sur le terrain qui avaient été creusés pour récupérer l'eau de pluie. Et ensuite, on pompait cette eau-là pour alimenter tout ce qui était douche et toilette dans la maison. Et pour l'électricité, nous on avait des panneaux solaires, mais eux, ils avaient pas encore ça à l'époque. Et donc il arrivait souvent que en fait les volontaires de là-bas, soit quand ils s'ennuyaient ou quand ils voulaient venir recharger leur téléphone, en fait ils venaient nous voir. Et Victoria donc était l'un de ces volontaires. La première fois que j'ai discuté avec elle, ce qui m'a beaucoup marqué, ça a été son accent, puisque elle est néo-zélandaise et donc elle a un accent très marqué que j'avais jamais entendu d'ailleurs jusqu'à présent. J'avais déjà entendu l'accent australien, mais l'accent néo-zélandais j'avais jamais entendu dans les films ou dans les séries, qui étaient mes seules références jusque-là. Et c'était très intéressant de découvrir ça. Et elle était super, super gentille, super sympa, comme les autres d'ailleurs. Et les quelques fois où elle est venue, on discutait et tout, un peu sans plus, quoi. Et il y a un jour, en fait, où elle est venue, un dimanche, je me souviens. Elle est venue et alors là, on a discuté de choses où en fait on a vraiment cliqué. Et toutes les deux, même après quand on en a rediscuté, on s'est dit ah ouais, c'est ce moment-là, hein. Ouais, c'est ce moment-là où on s'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui s'est lié entre nous. Où en fait on a vu que on partageait énormément de points communs, de choses, d'intérêts communs. Notamment sur tout ce qui est spiritualité, coaching, vision de la vie. Et dès ce moment-là, en fait, c'était fini, quoi. On a discuté pendant des heures et des heures et des heures à n'en plus finir, vraiment. Et les quelques fois d'après, du coup, où elle est revenue, chaque fois, vraiment, c'était un grand plaisir. Et quand son expérience de volontariat est arrivée à son terme et qu'elle a dû quitter la ferme, et bien, en fait, toutes les deux, ça nous a un peu crevé le cœur, quoi, de devoir se séparer. Mais en même temps, quand on s'est dit au revoir, on s'est dit aussi que c'était pas adieu, quoi, que on allait se retrouver quelque part. Ça on le savait, on l'a su tout de suite. On s'est dit ouais, on va se retrouver. OK, ouais. Et spoiler alert, on s'est retrouvés en Thaïlande peut-être 1 mois et demi plus tard, quelque chose comme ça. Voilà. Mais ça, vous aurez les détails quand je vous raconterai mon séjour en Thaïlande. Donc va falloir attendre encore un petit peu. En tout cas, très très belle rencontre. Aujourd'hui, je suis honorée de dire que je la considère vraiment comme l'une de mes plus proches amies. On reste en contact très régulièrement, on se partage ce qui se passe dans nos vies respectives, nos projets, etc. Elle compte vraiment beaucoup pour moi et c'est vraiment une des fortes rencontres de mon voyage. Et d'ailleurs, même elle, ça m'a beaucoup touchée puisque à un moment, elle a hésité en fait à partir plus tôt. Et au moment où elle était sur le point de demander en fait au propriétaire pour partir, il y a quelque chose qui lui a dit non, reste encore. Et en fait, ce jour-là, c'était la veille de notre rencontre. Donc comme quoi, voilà quoi.
Quand elle m'a raconté ça, moi j'en revenais pas. C'était tellement magique. Ah là là. L'une des fortes rencontres aussi, Nakupenda, ça a été évidemment la famille, mais plus spécifiquement Signa. Signa, elle m'intriguait beaucoup en fait quand je suis arrivée, parce que d'une certaine façon, elle me rappelait moi-même. Dans sa façon d'être, voilà, un petit peu à l'écart, tout en étant très joyeuse et optimiste, et à la fois, quand on rentre dans des discussions, avoir une opinion très tranchée, et puis savoir s'affirmer. Et puis au niveau de ses études aussi, son parcours ressemble beaucoup au mien, puisque en fait, elle a fait des études, tout comme Singhi. Elles ont toutes les deux fait des études, sont allées à l'université, et au final, pour se retrouver, voilà, à la ferme, les mains dans la terre, en train de jardiner, de faire pousser des champignons, de construire des ruches. Et j'étais bouleversée en fait de voir combien le mouvement dans lequel je m'étais inscrite malgré moi, parce que je suis loin d'être la seule, hein. Il y a énormément de personnes qui font ce revirement de situation, qui font des grandes études pour au final retourner à quelque chose de beaucoup plus simple, que voilà, que ça c'était mondial finalement, et que ça traversait même voilà toutes les cultures différentes. Elle a décidé de quitter complètement sa vie d'avant pour faire partie du projet de sa sœur et de son beau-frère, quoi. C'est très fort, et je me suis instantanément sentie très connectée à elle en fait. J'aimais bien aussi un petit peu le côté challenge qu'il y avait, parce que je sentais bien en fait que elle laissait pas facilement entrer les gens dans sa zone, on va dire. Un peu comme moi, quoi. Donc voilà, je savais que... Je sais pas comment expliquer, mais je savais un petit peu comment il fallait que je m'y prenne, quoi, pour réussir à m'approcher d'elle, et je passais voilà des petits moments avec elle. Je me souviens par exemple d'un moment où elle était en train de faire sa lessive, et juste je suis arrivée m'asseoir à côté d'elle pour discuter, ou encore quand j'allais avec elle faire les courses à Campote. Tous ces petits moments en fait qui permettent de créer du lien, de créer de la complicité. Et j'ai découvert en fait une femme avec un parcours waouh, mais vraiment bouleversant. Elle est vraiment très forte, et c'est un exemple de courage et de persévérance, vraiment. Elle était mariée en fait avant avec voilà le père de sa fille, et en fait cet homme a commencé à devenir violent et à lui faire des menaces aussi. Et notamment, elle m'a raconté un jour, bien plus tard, hein, comme je vous ai dit, elle se confiait pas forcément facilement, qu'un jour, alors qu'elle était enceinte donc de Morakot, leur fille, il l'a menacée avec un couteau. Voilà. Et elle, de ce jour-là, elle lui a dit, ben écoute, je me barre, je divorce, c'est fini, quoi. Et ça, c'est vraiment très fort. Très fort déjà parce que il faut beaucoup de courage pour réussir à faire ça. Il y a énormément de femmes qui sont victimes de violences et qui restent. Même chez nous, en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces situations-là et qui osent pas partir. Mais en fait, il faut bien se rendre compte qu'au Cambodge, c'est encore pire, puisqu'il y a vraiment une pression, mais énorme, là-bas, par rapport au mariage. Là-bas, une femme qui est divorcée, elle vaut plus rien. Parce que pour eux, ils vont se dire, ah ben, c'est elle qui a fauté, quoi. C'est elle qui est pas assez bien. Jamais ils vont penser que, en fait, c'était l'homme qui était juste un con, et que la femme méritait bien mieux que ça. Mais voilà, en fait, il y a vraiment beaucoup de pression par rapport à ça. Donc, en gros, oser quitter, bah, c'est prendre le risque de se retrouver toute seule pour le restant de ses jours. Et vraiment, je dis pas ça à la légère, c'est vraiment encore très ancré là-bas. Pour vous dire d'ailleurs, même au niveau de la loi, et ça, elle me l'a confirmé, que c'est pas appliqué, mais au niveau de la loi, si un homme viole une femme, il est obligé de se marier à elle. Oui, vous avez bien entendu. Parce que justement, elle n'aura en gros aucune autre chance de trouver un mari. Voilà, bienvenue dans le monde du Cambodge et dans les vieux schémas de pensée. Bon, heureusement, c'est pas appliqué, hein. J'ai bien demandé, et ils m'ont dit non, mais c'est quand même fou que encore aujourd'hui, en 2019, dans la loi, ce soit comme ça, quoi. En tout cas, voilà, maintenant, elle est bien plus heureuse toute seule avec sa fille. Elle l'élève avec grandiose à la ferme, avec sa famille, et elle fait tout ce qu'elle peut pour lui offrir le meilleur avenir possible. Enfin voilà, plus ou moins pour mes 2 premiers mois du coup à la ferme, à Nakupenda. Ça a été beaucoup voilà de rencontres, d'expériences. Ça a été très riche, très revigorant. Ça a aussi beaucoup réveillé ma créativité, mon intuition, plein de choses. Et c'est à contre-cœur en fait que j'ai dû partir voilà pour aller au Laos et en Thaïlande. Même si évidemment j'étais excitée de découvrir ces autres cultures et ces autres pays, mais c'est vrai que voilà, finalement je commençais à me sentir à la maison, et donc ça m'a fait bizarre ouais, de partir, et surtout aussi de dire au revoir à Denis et Singhi, puisque eux aussi allaient repartir en Belgique. Donc je savais que même si je prévoyais de revenir à Nakupenda après la Thaïlande, je savais qu'en fait ce serait sans eux, et que eux
pour le coup, c'était pas sûr que je les revois de sitôt, quoi. Donc ça, c'était dur, ouais. Quand je suis partie, ils m'ont mis aucune pression sur le fait de revenir. Quand on a discuté, on s'est mis d'accord sur le fait que je partais, que je profitais pleinement de mon expérience là-bas, que je me cassais pas la tête, voilà, avec quoi que ce soit par rapport à Nakupenda, et que, voilà, seulement ensuite, si je me sentais encore prête à revenir, eh bien que, voilà, j'étais libre de le faire ou de pas le faire. Vraiment, et ils ont été incroyables par rapport à ça, et ils m'ont vraiment pas imposé quoi que ce soit. Et finalement, oui, quand j'ai été en Thaïlande et que je me suis posé la question, eh bien, ça m'est apparu très clair, en fait, que j'avais très envie de retourner à Nakupenda. Voilà, j'avais quelques nouvelles par-ci par-là de ce qui se passait sur place, et ça me manquait. Et quand je réfléchissais à ce que je voulais faire aussi de la suite de mon voyage, je me suis dit que voilà, j'avais encore quand même de nombreux mois devant moi, et que ce projet, je me sentais vraiment connectée aux valeurs qu'il portait et à ce que Denis, Singhi et Signa voulaient créer, en fait. Donc j'ai eu simplement très envie de les aider, de participer à ça. Et le fait aussi que ce soit un projet naissant, ça m'a beaucoup excitée, et je me suis dit que ouais, je voulais vraiment participer à ça, quoi. Alors j'ai décidé de retourner à Nakupenda, et j'y suis restée 7 mois de plus. Donc 1 mois avec le premier mois classique de visa, et ensuite on a fait une extension de 6 mois. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est quelque chose de très très intéressant qu'il y a par rapport au Cambodge comparé aux autres pays d'Asie du Sud-Est, c'est que c'est assez facile d'obtenir un visa long terme. Ils ont un visa spécial qui est en gros un visa recherche d'emploi, où il faut présenter aucun document en fait pour pouvoir obtenir ce visa. Il faut juste payer. La seule condition en fait, c'est que quand on entre sur le territoire la première fois, il faut prendre un visa classique et pas le visa touriste. Le visa classique permet d'être prolongé en visa business ou en visa justement recherche d'emploi pour une durée allant de, il me semble, 3 mois à 12 mois. Et à la base, nous, on envisageait de faire un visa business, et c'est quand on est allé justement dans une agence de voyage pour demander à prolonger que la dame m'a dit mais en fait vous avez juste besoin de pouvoir rester sur le territoire, pas forcément de travailler, parce que le visa business en fait on en a besoin quand on veut travailler dans une entreprise. Mais là comme c'est du volontariat, elle m'a dit mais en fait vous avez pas besoin de tout ça. Je lui ai dit bah non effectivement. Et elle m'a dit ah bah il y a ce visa là où c'est la même chose sauf qu'il faut présenter aucun document, parce que pour le visa business du coup il faut présenter une lettre de la société, etc. Une description aussi des fonctions qu'on va remplir, enfin voilà, plein de choses. C'est aussi le même prix, donc finalement c'était bien plus simple de prendre ce visa là, et on était tous positivement étonnés que ce soit aussi simple de rester aussi longtemps. En 2018 je crois, il y a eu un petit ajustement par rapport à la loi qui permet par contre de faire ce visa que 2 fois maximum il me semble. Enfin si ça vous intéresse, vérifiez. En tout cas voilà, sachez qu'il y a cette option là qui est super avantageuse, sachant cela dit entre nous que honnêtement il est aussi facile d'avoir un visa business en payant. Voilà. Le Cambodge est un pays très corrompu, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage étant que du moment où tu payes, tu peux tout avoir. Donc moi je connais quelqu'un voilà, qui a eu un visa business sans devoir fournir aucun document, juste en payant voilà, un petit quelque chose en plus. Et les inconvénients étant bien sûr tout ce qui est arnaque aux frontières, notamment entre d'ailleurs la Thaïlande et le Cambodge. Méfiez-vous si vous passez par là. Prenez soit un e-visa à l'avance ou dites que vous voulez un visa business et faites le visa vous-même une fois sur place, parce que il y a la compagnie de bus, je suis passée 2 fois par cette frontière et à chaque fois c'était la même compagnie, et leur magouille est vraiment bien ficelée, donc méfiez-vous bien. Ils vous proposent de tout faire à votre place et puis après ils vous demandent de payer, ou alors ils vous pressent pour retirer de l'argent au distributeur ou de changer votre monnaie à un taux qui est vraiment à votre désavantage, et vous font croire qu'il n'y a pas de distributeur de billets au Cambodge alors que c'est complètement faux. Enfin voilà, plein de choses comme ça quoi. Donc ne croyez pas ce qu'ils vous disent, faites les démarches vous-même et tout ira bien. Une autre expérience qu'on a eue par rapport à ça d'ailleurs, c'est que j'ai aidé Singhi et Denis à commander une machine permettant d'ouvrir les noix de cajou. Ça c'est toute une autre histoire d'ailleurs. Les noix de cajou c'est un enfer à ouvrir, c'est hyper toxique, irritant pour la peau. J'en ai fait l'expérience moi-même, j'ai perdu toute la première couche de ma peau qui a pelé sur mes mains parce que j'ai manipulé des noix de cajou sans savoir en fait. Donc
il faut un équipement spécial. Et comme il y a énormément de noix de cajou sur le terrain, on a voulu acheter une machine pour pouvoir les utiliser en fait, parce que eux, la façon dont ils rentabilisent cette récolte-là, c'est en les vendant telles quelles. Sauf que en les vendant telles quelles avec la coque, en fait, c'est moins d'$1 par kilo. Donc certes, on a eu, il me semble, peut-être 600 kilos quand j'étais là en mai 2018. Mais en soi, par rapport au travail que ça représente, honnêtement, c'est pas cher payé, quoi. Donc, vaut mieux pouvoir les ouvrir soi-même et les transformer soi-même pour après les vendre décortiqués. Parce que là, par contre, le prix, c'est presque x10, quoi. Donc, on a voulu commander cette machine. J'ai commandé sur Alibaba, donc ça venait de Chine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la machine a été bloquée à la frontière par la douane, voilà. Et que quand ils l'ont reçue, donc ça après, ça a été une fois que j'étais partie, ils leur ont demandé de payer un petit truc en plus, sauf que ça n'a pas été un petit truc cette fois-ci, ça a été $2,000 pour une machine qui vaut 1200. Ça fait un peu mal, quoi, de payer plus du double du prix de la machine juste pour engraisser les poches de ceux qui travaillent là-bas. Voilà, ça c'est vraiment les mauvais côtés de tout ce qui est corruption, sans parler de tout ce qui est politique évidemment. Mais voilà. Bon, eh bien, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première partie. J'ai déjà pas mal parlé. Il me reste encore beaucoup de choses à vous raconter, notamment sur mon retour à Nakupenda, mon rôle en tant que volontaire long terme et coordinatrice de projet, l'évolution de ma relation avec Signa, tout un tas de choses. Donc, si cette première partie vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à la partager et j'ai hâte de vous faire découvrir la suite de l'aventure. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la partie 2 de mon séjour à Nakupenda et au Cambodge. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller mettre vos mains dans la terre, vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. À bientôt!